Chères festivalières, chers festivaliers, bienvenue au Forum politique des murs à pêche, qui cette fois prend la forme d'un spectacle. Cette année, nous allions pensée politique, réflexion commune et art pour penser les murs à pêche et les dispersions. Ce lieu, vous l'avez vu, c'est un patchwork de parcelles, troué par une piscine, fracturé par des routes, serpenté par des chemins. C'est un lieu de dispersion. Et ces dispersions, elles s'inscrivent également dans les usages et les acteurs des murs à pêche. Les murs à pêche sont animés par une vingtaine d'associations et jardins et s'y mêlent jardinage, éducation populaire, chantier participatif, land art, théâtre. C'est un lieu qui est dispersé et ici chacun y trouve ce qu'il souhaite, ce qui lui parle. Alors nous, humains, quand on pense à la dispersion, on ne peut s'empêcher d'y attribuer des a priori négatifs, d'égarements, et d'éparpillement. L'objectif, c'est de renverser ces a priori sur la dispersion, de se placer dans le sillon de la nature et de s'en inspirer. Une graine enfouie sous un pelage qui se dépose, non loin de là, et un excrément qui va faire naître une forêt. Voyons la dispersion comme une opportunité et un gage de diversité. À partir de ça, vous allez entendre des récits qui pensent les murs à pêche à l'aune de la dispersion. Originalité et poésie, voilà ce que nous allons révéler. Mais les murs à pêche, ce sont aussi de la réflexion, du débat des idées. Donc ensuite, on va papoter. Et l'objectif, c'est de penser l'avenir du lieu ensemble. Quels sont vos murs à pêche? Votre vision du lieu? On veut continuer à se disperser avec vous. Ceci dit, il est temps d'écouter, de ressentir, d'imaginer, puis débattre. Nous sommes Pâques, nous sommes un esprit malicieux. Et malicieux, et même espiègle. Nous, on fait peur aux jeunes gens. Oui, on les effraie. Nous, et ben on écrème le lait. Oui, et même parfois, on détraque les moulins. Nous, on égare les passants. Oui, et on rit à leur infortune. Mais nous sommes présents aujourd'hui pour écouter leur dire. Oui, et puis quoi d'autre? En fait, nous, on jouera de tout ce qu'on entend. On fera tout qu'est-ce qu'on veut. Ah oui, c'est bien ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on réfléchisse tous. Ensemble, on voudrait savoir qu'est-ce que ça va être ce lieu demain. Parce que c'est un lieu merveilleux, extraordinaire et heureux. Oh. L'histoire d'une lutte, d'une aventure pour mettre en valeur le quartier des murs à pêche et aussi quelques perspectives. Je m'appelle Nicole, j'ai adhéré à l'association des murs à pêche en 1996, 2 ans après sa création, et j'ai quitté Montreuil en 2014. Ma vision de l'histoire de cette lutte est forcément subjective. En quelques minutes, je vais vous la présenter d'une façon épurée. Donc il y a aujourd'hui une trentaine d'associations qui valorisent le quartier des murs à pêche,
Il y a aussi la Fédération des murs à pêche qui regroupe 18 associations, le Festival des murs à pêche et différents autres événements annuels, le Festival de théâtre de la Girandole, les estivales de la permaculture, le Festival de Landart et bien d'autres encore. La Maison des murs à pêche. Donc 1994-2024, 30 ans de lutte. J'ai partagé mon récit en 3 parties de 10 ans chacune environ. Premier tiers. Les murs à pêche sont pratiquement inconnus des Montreuillois et des Montreuilloises. Le quartier des murs à pêche est le dernier endroit où il reste une zone représentative et conséquente de l'histoire horticole de Montreuil. Ce sont des jardins en friche, des murs qui ne sont plus entretenus mais pleins de charme et dont les brèches peuvent être un refuge pour la petite faune et la flore, quelques jardins familiaux, des bosquets, des friches, un rue, quelques parcelles plantées d'arbres fruitiers, des habitantes et des habitants éparpillés, dont des caravaniers, et encore quelques activités horticoles. Il y a aussi plusieurs entreprises polluantes qui amènent et traitent des déchets à ciel ouvert. Ce patrimoine va être effacé de la carte, effacé du territoire montreuillois, car la municipalité y voit un espace vide de sens. La mairie a pour projet d'urbaniser ce quartier, d'en faire une zone pavillonnaire entre les murs. Amoureux du site, Pascal et Jeanne décident d'agir, de préserver ce patrimoine historique et végétal d'une 40aine d'hectares. Ils distribuent des tracts dans les boîtes à lettres et arrivent à mobiliser un groupe actif. Ils fondent alors l'association des murs à pêche, avec pour objectif pour le quartier de lui donner une vocation environnementale, culturelle, sociale et patrimoniale, de l'ouvrir sur la ville et les habitants, petits et grands. Dans ce but, l'association des murs à pêche restaure et ouvre au public 2 parcelles, 2 clos à pêche, impasse de Gobettu. Un travail d'information est fait dans la ville et hors la ville. Une nouvelle association complémentaire est créée, l'APUM, l'Atelier populaire urbain de Montreuil, pour élaborer avec les habitants et les habitantes un projet alternatif au projet municipal d'urbanisation du quartier. Un partenariat est enclenché avec l'école d'architecture Paris-La Villette. Premier festival des murs à pêche en 2000. Les étudiants et les étudiantes architectes exposent sous forme d'affichettes 100 idées pour les murs à pêche. Ce sont 100 idées de valorisation du site. Elles seront une source d'inspiration pour la suite. Deuxième tiers. 2003-2014. L'association des murs à pêche demande le classement de 15 hectares. Seuls 8 hectares seront classés et donc protégés de l'urbanisation. Avec le classement du site au titre des sites et paysages, la ville accepte la proposition de l'association Murs à pêche d'un appel à projets. 12 projets, la plupart associatifs, sont retenus et s'installent dans des parcelles du site classées. Les critères de sélection sont qu'ils aient un aspect patrimonial, environnemental, social et culturel, qu'ils soient ouverts sur la ville, les habitantes et les habitants. Ces projets associatifs prennent de la force, valorisent le site, reçoivent du public, des scolaires, des centres de loisirs. Le festival où les associations du site sont partie prenante prend de l'ampleur grâce au savoir-faire d'une association de théâtre de rue. Ce festival participe à la renommée et à la reconnaissance du site. Un deuxième appel à initiative est lancé par la ville et de nouvelles associations viennent mettre en valeur de nouvelles parcelles. Pendant quelques années, une association organise un événement, La Voie est libre sur la bretelle d'autoroute. Troisième tiers. Une maison des murs à pêche est construite en lisière du site. La dynamique associative se poursuit. La fédération, grâce à une salariée, renforce le lien interassociatif. Il y a des conflits et des médiations sont nécessaires, mais la valorisation maintient son cap. En conclusion, l'attitude de Jeanne, de Pascal, de l'association des murs à pêche a été d'avoir une vision et des valeurs, valoriser le quartier par le biais d'activités environnementales, culturelles, sociales et patrimoniales, ouvertes aux habitantes et aux habitants de la ville et au monde. De fédérer un nombre important d'adhérentes et d'adhérents actifs, d'être ouvert à toute personne extérieure ou équipe qui venait avec un projet concret en accord avec ses principes et leur apporter leur soutien. Ils se sont adressés à des acteurs compétents, associations, écoles d'architecture, écoles du patrimoine, à des fonctionnaires de l'État.
Ils se sont parfois adressés à des politiques tout en conservant leur liberté d'action et leur indépendance. Ils ont fortement influencé la politique municipale concernant ce quartier en utilisant tous les recours possibles. Le plus important, ils ne sont pas restés au stade des idées, des propositions. Ils ont mis en œuvre et favorisé la mise en œuvre de projets, expérimenté et favorisé l'expérimentation, ce qui a permis d'acquérir une expérience de terrain et de créer de nouvelles ouvertures et de nouvelles perspectives. Ils ont pu bénéficier du riche tissu associatif de Montreuil. Et les perspectives en vrac. Maintenir des zones conséquentes de friches dans le site sans tout domestiquer. Ne pas restaurer, ne pas reconstruire tous les murs. Parfois simplement les stabiliser et conserver la beauté de leur texture, issue d'une histoire, issue d'un savoir-faire perdu. Essaimer cette dynamique de projet dans la ville, ouvert à la diversité culturelle de la ville. Les jardins doivent être un lieu de mixité sociale. Mais n'oublions pas non plus l'importance des friches. Je suis Bernard, je fais partie de la Société régionale d'horticulture de Montreuil, dont une des missions est de transmettre. Donc je vais traiter de la dispersion au sens de transmission des savoirs et savoir-faire autour de l'arboriculture fruitière. Alors, la première transmission au sujet de l'arboriculture fruitière, ça va être la transmission d'un désir. En fait, après les guerres d'Italie, les classes aisées françaises reviennent d'Italie avec le goût des arbres palissés le long des murs de clôture et le goût des fruits. Avant la Renaissance, on ne consomme pas les fruits dans les classes aisées, c'est pas bon. À la Renaissance, on s'aperçoit que c'est très bon. Donc, c'est ce désir qui va arriver à Montreuil. À Montreuil, au début du XVIIe siècle, le roi revient habiter à Montreuil. Donc, avec le roi, la cour revient habiter autour de à Vincennes, mais Vincennes fait alors partie de Montreuil, l'erreur est presque bonne. Donc le roi revient habiter, la cour multiplie les maisons de campagne autour de Montreuil, les classes aisées veulent des arbres palissés, et les Montreuillois, qui sont des vignerons, possèdent tous les gestes techniques qui permettent de construire, d'établir ces murs et ces cultures palissées. C'est donc ce qui est intéressant à Montreuil, c'est de voir que c'est une association entre classes aisées et classes populaires qui va créer l'arboriculture fruitière montreuilloise, une arboriculture aristocratique. Cette arboriculture va se développer. Il y a une clientèle à Paris, puisque Montreuil, c'est donc le château de Vincennes au départ, et c'est Paris tout à côté, la géographie compte beaucoup. Et les Montreuillois vont se mettre, les jardiniers de château vont se mettre à leur compte et vont vendre des fruits aux Parisiens. Et puis, donc, tout ça se passe très bien. Et passons au XIXe siècle. Au XIXe siècle, eh bien, il va y avoir une concurrence sur ces Montreuillois qui sont les rois des Halles, vont être concurrencés par la dispersion des fruits de la vallée du Rhône qui monte jusqu'à Paris grâce au chemin de fer. Et ils vont être concurrencés aussi par les industries parisiennes qui se dispersent sur Montreuil. Se crée alors la société d'horticulture. La profession s'organise pour faire sa promotion. Et ce qui va se passer là, c'est quelque chose qui ressemble à la constitution d'un club, quelque chose qui correspond à l'appellation, ce qu'on appellerait maintenant une appellation d'origine contrôlée. La société d'horticulture comprend, les leaders de la société comprennent que les produits de Montreuil, les fruits de Montreuil, ce n'est pas telle ou telle variété, tel ou tel fruit, c'est l'assurance d'une qualité.
quand on achète un fruit de Montreuil-Oual, on est assuré d'avoir un fruit de qualité. Et les tenants de l'association comprennent que tous les membres de l'association doivent exercer dans l'excellence, sinon toute défaillance de l'un d'eux nuit à tout le monde. Et donc, cette société d'horticulture va organiser la diffusion de tous les savoirs. Il y a des réunions mensuelles, au cours desquelles les nouveautés sont présentées, au cours desquelles il y a des conférences, au cours desquelles il y a des causeries, conférences animées par les tenants de l'association ou par des invités extérieurs qui font que l'innovation sans arrêt est apportée. Pour ceux qui ne seraient pas présents, mais ils sont quand même souvent 200 présents tous les mois, le bulletin retraduit le contenu des causeries, des conférences, donc toujours de la diffusion. Il y a aussi des visites, il y a aussi... Donc l'association aussi constitue une bibliothèque à visée pratique, elle encourage la consultation des ouvrages, et donc sans arrêt, cette association incite les gens à se tenir au courant. Ce qui n'est pas forcément naturel pour les habitants à Parin, puisque on sait que dans certaines familles, la transmission ne se fait pas. Le père ne va pas transmettre ses connaissances à tel fils qu'il juge ne pas être digne de ce savoir. Donc l'association va un peu à contre-courant de tous ces phénomènes, et c'est sa force. Oui, c'est une association qui est une association professionnelle, donc à Montreuil où vont naître les prémices des universités populaires. Donc cette association de professionnels est aussi ouverte aux amateurs. Et les présidents s'enorgueillissent de dispenser à la population des cours gratuits d'arboriculture, de jardinage, les premiers samedis du mois. Un instrument formidable qu'ils créent, c'est le jardin-école en 1921. Un jardin-école qui est un lieu d'expérimentation, mais pour nous, donc expérimentation dont les résultats seront transmis, mais pour nous c'est aussi un lieu où ils vont former leur personnel, donc transmission du savoir professionnel. Les pouvoirs publics n'assurent pas l'enseignement agricole, eux-mêmes vont créer une salle de classe, eux-mêmes vont créer un cours complémentaire, un cours post-scolaire agricole qui deviendra un cours complémentaire, donnera naissance au collège, puis au lycée actuel. Tout part du jardin-école. Donc la profession avait assuré elle-même la promotion. Maintenant, ce savoir, la taille fruitière, tout ce savoir autour de la taille fruitière maintenant se disperse et les professionnels ont trouvé d'autres techniques, ne l'exercent plus de la même manière. Et la taille fruitière traditionnelle, à l'heure actuelle, est transmise par des amateurs. C'est ce qui se passe au jardin-école. Les fruits défendus, eux, bénéficient d'un maître dans la taille Thierry Régnier, mais au jardin-école, Philippe Schuller, amateur, transmet la taille fruitière. Et les Amis du potager du roi et l'association MAP se sont regroupés pour défendre un projet qui vise à ce que la taille fruitière soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette taille fruitière est inscrite au patrimoine français de l'UNESCO, depuis juin dernier. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que son principal travail va être d'organiser la formation de formateurs en taille fruitière. Donc on retrouve un nouvel avenir à la taille fruitière et aux problèmes de formation. Et là, il s'agit donc d'organiser la dispersion des savoirs à nouveau.
Bonjour. C'est moi que vous venez d'entendre chanter. Je suis ce que vous appelez une fauvette grisette. Je suis un peu plus petit qu'un moineau. J'ai la tête grise, une gorge blanche et un bec fin d'insectivore. Je viens vous parler en vitesse, j'ai très peu de temps, car je dois nourrir mes petits. Nous venons de pondre cette année 3 œufs seulement, car il n'y a plus beaucoup d'insectes, il y en a de moins en moins. Et nous devons beaucoup nous nourrir pour survivre et nous lancer dans le grand voyage. Car nous voyageons beaucoup, nous voyageons sans cesse, tous les ans. On repart, puis on revient. On repart, puis on revient. On repart, puis on revient. Notre vie est mouvement. Laissez-moi vous raconter ce voyage. Nous partons pendant ce que vous appelez le mois d'août ou de septembre. Nous partons parce que nous sentons que les jours commencent à raccourcir. Les insectes que nous mangeons ne sont plus tout à fait les mêmes. Nous le sentons aussi au ciel la nuit. Nous le sentons à plein d'autres choses encore que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas, tellement de choses que vous semblez même incapable de comprendre. J'ai très peu de temps. Je vais essayer de me concentrer sur quelque chose de simple. Nous partons à plusieurs. Nous partons la nuit. J'aime ce moment de l'envol, la nuit. C'est un déchirement et un appel. Je ne sais pas si vous connaissez, vous autres humains, ce déchirement et cet appel. Je ne sais pas si la vie que vous menez actuellement vous met souvent en contact de ce déchirement et de cet appel. Cet appel qui nous traverse lorsque nous nous envolons la première nuit pour ce grand voyage. Nous montons très haut, à environ 400 mètres de haut, dans l'obscurité. Nous voyageons la nuit pour éviter la chaleur du soleil, la déshydratation et certains vents contraires qui ont lieu pendant la journée. Et moi, surtout, j'aime la nuit car les choses sont plus simples. Je vois plus clairement le but de notre voyage. Je me sens plus appelé. La journée, nous redescendons au sol, nous nous nourrissons, nous nous reposons et nous volons d'arbre en arbre, de buisson en buisson. Le grand moment de ce grand voyage, c'est quand il s'agit de traverser la grande zone d'eau que vous appelez la mer Méditerranée. Nous la franchissons de nuit, d'un seul coup, à un endroit un peu moins large, mais large tout de même. Suffisamment large pour sentir la fraîcheur de l'eau dans l'obscurité et le danger qu'elle représente. L'eau est un danger et l'absence d'eau est un autre danger qui nous guette pour traverser la grande zone de sable que vous appelez le Sahara. Je m'arrête juste après, dans la savane, près de Korogo. J'y ai mes habitudes. Je trouve là-bas de quoi manger, reprendre des forces avant de recommencer. Et me voici devant vous. Tel que vous me voyez, j'ai 4 ans. J'ai parcouru plus de 50 000 km. Et j'ai encore sur moi quelques grains de poussière de la savane. Et je suis revenu ici dans les murs à pêche parce que j'aime cet endroit. Je m'y suis habitué. J'y élève mes petits. Nous vivons dans des interstices. Des zones qui n'appartiennent à personne. Et que vous ne venez pas piétiner avec vos grosses pattes comme aujourd'hui. Je vous dis ça, mais parfois j'apprécie votre aide. Je profite de vous quand vous coupez des arbres. Car j'aime les friches. Je vis dans la petite friche derrière la piscine. J'élève mes enfants là-bas, mais la vie devient dure. Il y a de moins en moins d'insectes. Il y a de plus en plus de chats et des gens qui viennent, qui pénètrent dans l'endroit et nous dérangent.
Je suis venu vous parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. J'ai l'impression que vous autres humains, vous ne voyez que ce qui vous appartient et que le reste ne compte pas. Bientôt, quelqu'un va venir et va vouloir faire quelque chose de cette friche. Il ne verra pas, il ne saura pas que je suis là, et là, ça sera fini de moi. Regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Je n'ai pas terminé. Voilà, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pour beaucoup d'entre vous, je suis peut-être la dernière fauvette grisette que vous voyez, que vous entendez. Un, deux, un, deux. Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis salarié de l'association Le Sens de l'Humus. Donc je vais commencer par un peu d'autopromotion puisque j'ai le micro. Je vous invite vivement à aller visiter ce magnifique jardin qui est le jardin Pouplier qui se tient juste derrière, dans lequel nous vendons des plants avec une super promo. Pour 5 plantes achetées, vous avez la 6e qui est offerte. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est un très très beau jardin. Alors moi je vais vous parler de dispersion dans l'univers botanique. C'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. Et en fait, cette passion de la botanique, elle vient à la base de mon adolescence et d'un petit problème que j'avais, que j'ai toujours, qui est lié à un problème de sommeil. Comment peut-on faire le lien entre le sommeil et la botanique? Eh bien, il se fait tout naturellement quand on est insomniaque. Insomniaque, oui, pardon, merci Pascal. Insomniaque. Donc toutes les personnes qui ont été insomniaques dans les années 80 connaissent une émission absolument fabuleuse qui s'appelait L'Aventure des plantes, qui était diffusée à 2-3 heures du matin. Et c'était une magnifique émission réalisée par Jean-Marie Pelt et Jean-Pierre Cuny. Et Jean-Marie Pelt, pour les gens qui s'intéressent à la botanique, c'était un grand monsieur, malheureusement il nous a quittés. Un excellent conteur et quelqu'un qui racontait des histoires absolument fabuleuses et captivantes. Alors cette période aussi, elle était suivie par... Les insomniaques connaissent également une autre émission qui suivait ou qui devançait, qui s'appelait Histoire naturelle. Émission qui était branchée pêche, chasse, mais aussi beaucoup sur la nature. On pouvait y voir des choses absolument incroyables, telles que passer 1 heure en forêt avec Michel Tournier, l'auteur de Vendredi ou L'Ombilic des Limbes. Et on pouvait également suivre un des membres d'Indochine, PC à la mouche. On pouvait rencontrer un monsieur qui faisait caca pour attraper des mouches. Enfin, c'était complètement barré. Voilà, donc moi j'ai baigné un peu là-dedans, avec cette passion des plantes. Et quand Cathy a proposé cette thématique de dispersion, elle m'a immédiatement parlé. Parce que la dispersion, c'est un concept absolument fondamental en écologie. Concept évidemment sur lequel repose le principe de toute espèce. Toute espèce, en fait, n'a qu'une seule fonction, se reproduire, assurer la descendance de sa progéniture, et sa progéniture, tôt ou tard, il va falloir qu'elle parte un peu loin de papa et de maman.
pas comme chez nous, où en fait certains adolescents peuvent rester jusqu'à très longtemps dans l'appartement et être nourris, mais vous savez, chez les mammifères, ça peut être un peu cruel. Donc des fois on parle d'anthropomorphisme. Effectivement, chez les renards et chez les loups, très vite, il va falloir qu'il y ait un petit coup de pied aux fesses pour que le jeune renardeau ou la jeune renarde aille s'installer un peu plus loin, puisque le territoire ne peut pas être partagé entre les enfants et la maman. Alors, effectivement, les plantes, elles ont un problème majeur qui se pose. Là, je vous parle d'êtres vivants qui ont la capacité de se mouvoir. Et les plantes, ce qui les caractérise... Alors, l'exercice est difficile pour moi parce que c'est un exercice que je fais régulièrement avec des enfants, notamment, ou lors des formations. Et j'aime beaucoup avoir quelque chose d'interactif, donc beaucoup de questions-réponses. Mais là, la consigne est pas de questions-réponses, je dois monologuer. Donc, on va faire en sorte de parler tout seul, ce qui n'est pas évident du tout. Et bien les plantes, effectivement, ce qui les caractérise, c'est leur immobilité. Donc du coup, elles sont là depuis très très longtemps. Je vous rappelle que nous, Homo sapiens, hommes modernes, nous sommes quelque chose qui apparaît très très récemment dans l'histoire de l'évolution. Et elles sont là depuis très longtemps. On va parler, en fait, toutes les plantes n'ont qu'une seule origine, toute la vie n'a qu'une seule origine, c'est l'eau. Nous venons tous de la mer. Et que se passe-t-il si je supprime les plantes du jour au lendemain ? Nous allons tous mourir immédiatement, ça va aller assez vite. Par contre, si je supprime l'espèce humaine, qu'est-ce qui va se passer? Rien, mais absolument rien. Au contraire, la planète reviendra bien plus verte et ça sera bien plus sympathique pour nombre d'espèces. Donc ces plantes, elles réussissent à sortir de l'eau, c'est un processus évolutif très très long, et notamment s'il y a une vie sur cette planète, c'est grâce à la production d'un déchet réalisé par, alors ce qu'on appelle improprement des algues, qu'on appelait pendant longtemps des algues bleues, qui sont en fait des cyanobactéries qui ont produit un déchet. Pendant quelques milliards d'années, c'est pas passé grand-chose. Mais ces plantes, elles ont produit un déchet qui s'appelait l'oxygène. Et cet oxygène, en fait, il a permis la création d'un truc assez fabuleux qui s'appelle la couche d'ozone. Et sans cette couche d'ozone, pas de vie possible sur cette planète, puisque la planète était bombardée par des rayons ultraviolets qui empêchaient toute vie. Donc les plantes mettent du temps à sortir de l'eau, mais elles y arrivent. On commence par les lichens, ensuite les mousses, les prêles, les fougères. Et moi, ce qui va m'intéresser, toutes ces plantes ont une particularité, c'est elles sont encore liées à l'univers aquatique pour pouvoir émettre leurs gamètes mâles et pour pouvoir se reproduire. Ensuite, le temps arrive et on arrive à des premières plantes qui sont ce qu'on appelle les gymnospermes. Les gymnospermes, c'est donc un mot d'origine grecque, gymna nu et sperma semence. Ces gymnospermes se reproduisent en fait, émettent leur pollen, donc leur grain de pollen, leurs gamètes mâles, qui sont disséminés par le vent, avec la potentielle chance de rencontrer un ovaire et qu'il y ait fécondation. Alors, c'est quelque chose qui, d'un point de vue évolutif, est une énorme consommation d'énergie parce qu'il faut produire abondamment de pollen pour une chance tout à fait faible de rencontrer les gamètes femelles. Enfin, on ne parle pas de gamètes femelles, on parle d'ovaires. Et voilà, là on va arriver, alors donc on parle de plantes qui sont aménophiles, les pollens, et dispersés par les vents. Et ça c'est quelque chose que vous connaissez tout à fait, notamment lors de la fameuse période de rhume des foins. En fait c'est ni plus ni moins que des grains de pollen que vous respirez et qui vous provoquent des allergies. Alors, par rapport au vent, en fait, il y a des études qui ont été menées, c'était très intéressant. C'est un botaniste qui a eu l'idée dans les années 1930, un botaniste et un naturaliste, de coller des bandes adhésives sur les ailes d'un avion et de voir ce qu'on pouvait collecter en haut dans les airs. Il s'avère que, désormais, on utilise la terminologie de plancton aérien. On y trouve des tas de choses dans les airs, notamment beaucoup de grains de pollen, on y trouve des graines également, on va y revenir un peu plus tard, et on y trouve également des insectes. Oui, effectivement, même très haut dans le ciel, il y a des insectes. Alors ces plantes, elles sont donc... leur pollen est diffusé par le vent, et arrive une évolution un peu plus tardive, donc là on parle de plantes il y a moins 350 millions d'années, une évolution plus tardive avec l'apparition des plantes à fleurs. Et là les plantes à fleurs c'est quelque chose d'absolument fabuleux dans le monde de la botanique, il y a quelque chose d'absolument incroyable, il y a ces fleurs qui apparaissent, et il y a notamment un truc qui paraît complètement désuet de nos jours, c'est une invention absolument fabuleuse, déterminante, qui s'appelle la graine. Alors la graine, ça n'a pas l'air comme ça, on peut se dire, mais une graine, ouais, c'est juste un truc, on le jette et puis potentiellement ça peut germer. Ouais, mais une graine, alors d'habitude je pose toujours la question aux enfants, les enfants, est-ce que vous savez quelle est la plus ancienne graine qu'on a réussi à faire germer? Et là vous allez me répondre 100 ans, je vais dire non, beaucoup plus. Vous allez reprendre 200, je vais dire non, plus. Vous allez me répondre 10 000, je dis non quand même, la 10 000, il ne faut peut-être pas exagérer. Donc la plus ancienne graine qu'on a réussi à faire germer, c'était une graine de lotus, qui avait 1300 ans d'âge. Le record a été battu par un palmier dattier, une graine de 2000 ans. Et une graine, pour qu'elle puisse germer, il lui faut 3 éléments, de l'eau, de l'oxygène et de la chaleur. La lumière étant un élément
qui peut être intervenant, qui peut être fondateur pour certaines graines, mais pas d'autres. En fait, je me rends compte que je n'ai pas chronométré mon temps et que je suis en train de déborder. Donc, les plantes ont besoin de deux choses, donc de disséminer leur pollen. Alors, le pollen, il est disséminé par le vent. Vous savez, il y a cette fameuse citation, soi-disant attribuée à Albert Einstein, qui dit « Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aura plus que 3 ans à vivre ». Alors cette citation, elle est fausse pour deux raisons. La première, c'est que Albert Einstein n'a jamais prononcé cette phrase. La seconde, c'est qu'en fait, la majorité des céréales que nous consommons au quotidien sont pollinisées par le vent. Mais il y a beaucoup d'autres plantes, par contre, qui sont pollinisées par les insectes. Et c'est là toute la magie de ces plantes à fleurs, c'est qu'elles ont réussi à coévoluer avec le monde des insectes pour réussir à avoir des fécondations, des pollinisations par les insectes. Les insectes se déplaçant avec des grains de pollen sur leur tête, sur leur corps, sur leurs poils, sur leur soie. Et voilà, ça permet une pollinisation. Donc on parle de pollinisation enthogame, par les insectes. La pollinisation peut également se faire par les chauves-souris, on parle de pollinisation chireptogame, c'est le cas des baobabs. Elle peut se faire par des oiseaux, on parle de pollinisation ornithogame. Et là, ça concerne principalement les colibris. Mais je vais aller très vite. Et ensuite, on arrive à... C'est bien beau, une fois que vous avez fait une fleur, donc il y a eu pollinisation, vous obtenez un fruit. Et dans ce fruit, il y a des graines. Et ensuite, comment vous faites pour faire en sorte que ces graines, elles aillent le plus loin possible du pied mère? Alors là encore, le vent est un facteur qui peut intervenir sur des graines très particulières. La plus célèbre que vous connaissez, c'est le pissenlit. Je souffle. Et les graines de pissenlit partent loin. Elles peuvent aller assez loin. L'autre graine qui est aussi absolument fabuleuse, d'ailleurs qui était une source de fascination pour Léonard de Vinci, c'est les samars. Vous savez, ces graines tournoyantes. Léonard de Vinci a passé des heures, et c'est là où il a mis les premiers prototypes d'hélicoptères qu'il n'a jamais pu tester de son vivant, évidemment, même si le vol était quelque chose qui le fascinait. Mais dans tous ces éléments de dissémination des graines, il y a un élément fondamental. Alors on a vu que les insectes étaient très importants pour le pollen, et là, pour la graine en tant que telle, c'est les animaux qui jouent un rôle le plus important. On parle de zoogamie, donc la dispersion des graines par les animaux. Cette dispersion des graines par les animaux, elle peut avoir deux types de dispersion. Alors une dispersion très basique, Monsieur Ours mange une pomme, il digère sa pomme, Monsieur Éléphant mange une pomme ou un baobab, et il fait popo, et dans le popo, il y a les graines qui ont réussi à survivre au transit digestif. En plus, le passage dans ce transit digestif va accélérer la germination, et c'est ainsi que les plantes peuvent se disséminer en étant ingérées. L'autre dissémination, elle est ce qu'on appelle une zoochorie passive, et ça vous connaissez très bien. Si vous avez un chien à poil long et vous allez vous promener dans une prairie, le soir, la corvée du peignage du chien est une catastrophe, c'est normal. Il y a nombre de plantes qui ont développé des stratégies avec des graines possédant des aiguillons recourbés. Vous connaissez tous la célèbre bardane, la grande bardane, et en fait, cette graine a inspiré l'inventeur du velcro. Et puis pour finir, parce que, ouais, voilà, le plus grand propagateur de graines sur cette planète, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Bibi, c'est l'homme. Donc on parle d'anthropochorie. Et sans l'homme, évidemment, la pomme de terre n'aurait jamais pu traverser un océan, la tomate n'aurait jamais pu traverser un océan, le maïs n'aurait jamais pu traverser un océan. Il y a certaines graines qui en sont capables, notamment la noix de coco, qui peut traverser un océan complet, mais l'homme dissémine des graines. Alors, pour effectivement notre plaisir gustatif, mais aussi en déstabilisant nombre d'écosystèmes et en introduisant des végétaux qui n'ont rien à faire dans un endroit. Voilà. Et prochaine étape de l'homme, je pense que la dispersion, puisqu'on est tellement con que cette planète, on va la bousiller, là, ça sera d'en trouver une nouvelle pour la péter à nouveau. Donc voilà, on verra plus tard. 14 et 15 septembre, les estivales de la permaculture, avec pour thématique l'effondrement. Voilà.
Imaginez-vous, sur l'herbe que vous foulez, un pique-nique. Au sol, une natte aussi bigarrée que les générations qui s'y sont posées. Elle accueille chaleureusement le relâchement de 2 corps rêvassants. Duo intergénérationnel. Entre elles se faufilent fromage et vrai fromage, houmous et pâté, bissap et café, témoins de sensibilité gustative contrastée. D'une souplesse étonnante pour son âge, la vieille femme au visage rond se tient en tailleur, toute de sensibilité vêtue. À sa droite, sa petite fille. Une jeune femme, le ventre face contre terre, qui gratouille le sol argileux de ses doigts fusains. Son espiègle sourire solitaire lui donne des airs de sorcière sylvestre. Un déjeuner paisible, bucolique, sans même un moustique. D'un entrain contrastant avec sa pensivité, la jeune femme se redresse, comme le chien, tête en haut. Muscles bandés, esprit affûté, elle l'apostrophe. « Mamie, j'ai déniché cette curieuse lettre. Laisse-moi te la lire. Elle t'est adressée. » En basculant sur le dos, elle déploie une joyeuse feuille jaunie et lit. « Chère Agathe, tranquillement, notre haute horticulture devient hors du temps. Les dahlias font plus d'émules. Nouveau siècle, nouvelle bascule, faisant du passé une virgule. De la verticalité des murs, on passe à celle des manufactures. De la pénibilité du dehors, on passe à celle du dedans, faisant de ton oncle un déviant. De dispersion, nous sommes affublés. Détournement, égarement, reniement, vraiment ? Vois-tu mon enfant, les esprits sont étriqués. Dévier n'est pas renier. Disperser n'est pas s'éparpiller. Se disperser, c'est s'étaler, s'ébrouer, gagner du terrain, de la place, de l'espace. N'oublie jamais de toujours te disperser. Tendrement, tante Sophie. Tu connaissais cette lettre ? Continua la jeune femme. Sa grand-mère lança alors de sa voix légère. Oui, bien sûr, tante Sophie m'a beaucoup écrit. Je possède une vaste série de témoignages sur l'horticulture d'ici. Ce n'est pas par hasard que j'ai été prise d'amour pour les murs à pêche il y a 30 ans, à la redécouverte des parcelles. Animée par mes souvenirs de jeune lectrice, imagine mon étonnement quand ces lettres ont trouvé leur écho en ce lieu. Plantée dans la mémoire du sol, la grand-mère se mit à raconter comment elle a fait partie de ces exploratrices urbaines, révélant l'existence d'une jungle de ronces, anciennement verger de pêche. Comment elle a rencontré des voisins curieux, amoureux de cet îlot de verdure audacieux. Comment aussi elle a fait partie de la lutte ardue pour leur protection contre d'irréversibles ensevelissements de béton. Pourtant, route, autoroute, tramway, piscine, habitation, cette triste liste grise a éliminé murs et pêche. Car oui, la vieille femme l'affirme, c'est un territoire fragmenté, fracturé, scarifié, un territoire dispersé. Les mots de sa grand-mère font résonner en la jeune femme les récits des anciens. Les photos qu'elle a en mémoire prennent vie sous ce flot verbal presque épique. Les visages s'animent, les rires éclatent, des déhanchés s'esquissent, tout son imaginaire se met en branle. Il donne vie à des murs qu'elle n'a pas connus. Ces murs à pêche inhospitaliers et en friche. Qui sont ces étonnants esprits qui ont pu y voir de la poésie ? Comme lisant dans son regard, sa grand-mère lui intime. Tu sais, comme toi, j'aurais aimé connaître ce lieu à son apogée. Alors, comme piqué par une guêpe, la jeunesse atteste. Tu parles d'apogée, mais ne serait-ce pas une seconde apogée, celle qu'on vit actuellement ? Des murs à pêche qui vivent, qui vibrent, qui brassent du monde et des visions du monde. Alors oui, on ne produit plus de pêche, mais on se rencontre ici, on se regroupe, on invente des communs et on cultive des jardins. Après, je rejoins tante Sophie. Tout ça, c'est de la dispersion par rapport aux murs à pêche d'antan, mais c'est une dispersion fertile. Laisse-moi te raconter.
Depuis le festival, l'année dernière, il s'est passé 1000 choses. Un récit de transhumance pendant un chantier de restauration de murs m'a emporté sur des chemins de randonnée. Une déambulation théâtrale nocturne ici m'a fait aimer les calanques là-bas. Un stand de paillettes a fait briller mes soirées tourangelles. Des dizaines et des dizaines de carnets ont été noircis, et j'en passe. Tu sais, je me refais le film de l'année écoulée, et c'est en revenant à la source que je fais le lien. Le point de départ de tout ça, ce sont les murs à pêche. Finalement, aussi dispersés soient-ils, ils ont été le point de départ de mes dispersions. Et mes dispersions entraînent la dispersion des murs à pêche, jusqu'à Marseille, en passant par la Touraine, la Dordogne, la Lozère, le Pays Basque. Ils essaiment partout où nous allons. Dotée d'un large sourire ivoire, la vieille femme, aussi attentive qu'émerveillée, clama avec fierté. Les murs à pêche se dispersent en nous autant que nous les dispersons avec nous. Et alors, en saisissant une tasse de café froid, elle confia que de toute façon, lorsqu'on connaît les murs à pêche, on a beau se disperser, comme disait tante Sophie, on y revient toujours. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis chiroptérologue. Ça veut dire que je travaille pour la préservation des chauves-souris. Et aujourd'hui, je représente l'association Azimut 230 qui œuvre pour la préservation des chauves-souris en Île-de-France. Donc tout d'abord, il faut savoir que les chauves-souris sont des animaux qui sont mal aimés mais qui sont très utiles. En effet, l'ensemble des 36 espèces présentes en France métropolitaine sont insectivores, donc ça veut dire qu'elles mangent des insectes, et cela nous est très utile l'été. Mais ce sont également de très bonnes auxiliaires de culture. Alors il faut savoir que les chauves-souris dispersent de deux façons, entre chaque grande étape de leur vie et chaque jour dans le cadre de leur recherche alimentaire. Donc on peut se demander comment les chauves-souris se déplacent-elles. Alors contrairement à ce qu'on croit, elles ont une très bonne vue et un très bon sens de l'orientation, mais elles utilisent également ce qu'on appelle l'écolocalisation. Ça veut dire qu'elles vont émettre des ultrasons qui vont se répercuter sur des obstacles et qui vont leur donner des indications sur leur localisation à une proie par exemple. Alors pour comprendre comment les chauves-souris dispersent-elles, on va utiliser l'exemple de pêche, qui sera une pipistrelle commune, donc c'est l'espèce la plus répandue en France, et pêche est également présente au sein des murs à pêche. Alors, tout d'abord, l'hiver, pêche hiberne. Elle peut dormir dans la cave d'une maison, par exemple, dans une grotte ou dans une cavité souterraine. S'il fait bon, elle peut se réveiller pendant son hibernation et changer de gîte. En avril, quand les températures deviendront plus douces, normalement, elle va quitter son gîte d'hibernation et entamer la première grande dispersion de son année, ce qu'on appelle le transit printanier. Elle va donc quitter son gîte, faire le plein d'insectes et se diriger vers son futur gîte de maternité. Mais elle va utiliser avant des gîtes qu'on appelle des gîtes de transit, donc ça peut être
derrière les volets de maisons par exemple, ou dans des cavités arboricoles. Alors il faut savoir que les chauves-souris ont une biologie particulière. Elles se reproduisent en automne, elles gardent les spermatozoïdes au chaud tout l'hiver, et elles seront fécondées au printemps après le réveil hivernal. Donc en été, vers mai-juin, Pêche va quitter son gîte de transit et se rendre vers son gîte de parturition. Donc c'est son gîte de maternité où elle va mettre bas en colonie avec beaucoup de ses congénères. Donc on va avoir des grosses colonies qui vont émerger un peu partout. Ça peut être d'une espèce, comme la pipistrelle commune, ou de plusieurs espèces. Pêche va se rendre dans un gîte qu'elle connaît bien parce qu'elle se rend chaque année dans le même gîte. Ça peut être par exemple le comble d'une maison ou le comble d'une église. Elle aura pu parcourir des dizaines de kilomètres entre ces différents gîtes pour arriver dans son gîte de maternité. Alors la journée, Pêche va dormir au chaud dans son comble et surtout s'occuper de son petit. Par contre, la nuit tombée, elle va se réveiller et quitter son gîte vers ses zones de chasse. Et pour cela, elle va se repérer grâce à ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc elle va suivre des grandes structures linéaires paysagères, donc ça peut être des lisières forestières, des cours d'eau ou les murs à pêche par exemple. Elle va donc utiliser ces corridors écologiques qui peuvent être fractionnés, donc par exemple par le passage d'une route qui vont la perturber, ou la présence d'un lampadaire qui va la perturber et l'empêcher de se rendre dans son bon gîte de chasse. Une fois arrivée dans son gîte, évidemment, elle va chasser ces insectes et elle repartira vers de nouvelles contrées. Elle va passer de zone de chasse en zone de chasse toute la nuit et elle peut également utiliser ce qu'on appelle des gîtes de repos, donc c'est des gîtes dans lesquels elle va rester quelques heures et elle va juste se reposer puis repartir en chasse. Mais elle reviendra toujours, avant la levée du jour, s'occuper de son petit dans son coin. Ensuite, en automne, les mères et les jeunes vont se séparer et réaliser l'avant-dernière grande dispersion de leur année. C'est ce qu'on appelle le transit automnal. Pêche va donc partir de son gîte de maternité et rejoindre son site de reproduction. En cœur de nuit, elle va partir par exemple de sa zone de chasse ou de son gîte automnal et se rendre devant une grande carrière souterraine et elle va s'y reproduire. Ça va créer de grands essaims, soit d'une seule espèce, soit de plusieurs espèces, et ils vont tous se reproduire à cet endroit-là. Il peut y avoir par exemple une noctule commune, donc qui est une espèce qui aurait pu venir par exemple de l'est de l'Europe ou du nord, et qui aura parcouru des centaines de kilomètres pour se retrouver à quelques mètres de là, peut-être au sein des murs à pêche, pour se reproduire à proximité. En effet, toutes les chauves-souris ne dispersent pas de la même façon. Certaines chauves-souris sont migratrices, donc comme la noctule commune, qui peut parcourir jusqu'à 1600 km entre ces différents gîtes. Ensuite, quand les températures vont rebaisser, en hiver, donc ce sera vers souvent la fin du mois d'octobre, les chauves-souris vont quitter leur gîte de reproduction et se diriger vers leur gîte d'hibernation, donc elles connaissent toujours très bien. Et là, Pêche va se rendormir jusqu'à l'année prochaine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les chauves-souris dispersent de deux façons différentes entre les grandes étapes de leur vie chaque année, mais également dans le cadre de leur recherche alimentaire. Certaines espèces sont migratrices, comme la noctule commune, et d'autres ne le sont pas. Donc il faut également savoir que les chauves-souris sont très menacées par notamment la perte de leur habitat, que ce soit leurs gîtes ou leurs habitats de chasse, mais également par la fragmentation de leurs corridors écologiques et enfin par la perte des ressources alimentaires qui sont en partie liées donc, à l'agriculture intensive et à l'utilisation de pesticides. Donc c'est très important de préserver leur habitat afin de permettre à ces espèces, qui sont des espèces protégées en France, de pouvoir perdurer pendant de nombreuses années. Merci.
Bonjour à tous. Ainsi, les murs n'ont jamais empêché la dispersion des pollens, des oiseaux, mais aussi des humains, des idées, des savoir-faire. Car ici comme ailleurs, les murs ne retiennent ou ne protègent pas toujours. Je vais, moi, vous parler de la dispersion des humains et de leur culture, au pluriel, car c'est ma seule compétence en tant qu'anthropologue. Lorsqu'on est ici au cœur des maps, la culture, qu'on en rêve ou qu'on la pratique, c'est généralement la culture des arbres fruitiers, des fleurs, la permaculture ou encore la culture artistique qui pousse aussi ici entre les murs. Mais pour une anthropologue, la culture, c'est la culture professionnelle ou amateur, celle des horticulteurs, des entomologistes entre autres. Et ce sont aussi les cultures associatives et puis les cultures de la banlieue Est, les cultures ouvrières et encore les cultures roms, manouches, gitanes. Après tout, nous sommes ici près d'une place bien connue. Autant d'humains et de cultures qui, ici, au MAP, depuis près de 3 siècles, se regroupent, se croisent, s'apprivoisent, ou non, ou moins, s'en mêlent, puis se dispersent à nouveau. Mais c'est l'humanité tout entière qui est voyageuse. Aussi, je vous invite à faire le mur, quelques minutes, très loin d'ici, dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans un temps fort, fort lointain. Tenez, celui des premiers hominimes qu'on a nommés Toumaï, Aurorine, Australopithèque, Ardipithecus et puis Paranthrope. Et puis Homo, il y a plus de 2,8 millions d'années. Habilis, Olduvai, Rodolphensis, Ergaster, toutes ces espèces se dispersaient en plusieurs branches, un vrai buisson, dans toute l'Afrique. Et puis voilà qu'Erectus sort de l'Afrique. Il devient Flores, Naledi, Heidelbergensis, Néandertal, Denisovien. Vous imaginez la tête de ceux qui s'effraient aujourd'hui à l'idée de plusieurs populations humaines sur un même territoire s'il y avait toujours plusieurs espèces humaines. Mais voilà, toutes ces humanités dispersées ont disparu les unes après les autres. Et il ne reste plus que nous, sapiens, depuis 30 000 ans, qui avons été nomades 99% de notre longue existence d'espèces invasives et qui nous sommes dispersés sur tous les continents. Et tenez, peut-être bien que nous étions déjà assis là, le nez en l'air, juste ici, tenez, là par exemple, il y a 40 000 ans, avant de migrer ailleurs. Pour découvrir, explorer, pour aimer et se reproduire, pour se nourrir, pour fuir, ou parce que nous sommes chassés, pour se protéger et puis au fil des siècles pour commercer et pour conquérir. Et nous, ici au milieu des maps, nous gardons en nous d'infimes traces de cette très très longue dispersion humaine. Les métissages plus ou moins récents, bien sûr, mais aussi 1 à 2% de gènes de Néandertal qui palpitent toujours en nous. Bon alors ok, lorsque nous nous dispersons aussi nos maladies, et ce fut souvent épouvantable. 95% de certaines populations polynésiennes a péri en 3 générations pour cette raison, suite au premier contact avec les Européens. Moins dramatiquement, la plupart du temps, en se dispersant, les groupes humains transportent avec eux leur savoir-faire, leur représentation, leurs règles de vie, tout ce qui constitue leur culture. Et quand un groupe humain rencontre, pacifiquement ou non, un autre groupe humain, leurs 2 cultures s'irriguent toujours l'une l'autre. Parfois même la greffe prend, une nouvelle culture éclot. Parfois elles croissent, juste côte à côte, entremêlant leurs branches de temps à autre. Même lorsqu'un groupe humain a voulu dessoucher totalement la culture d'un autre groupe, et les individus avec, des graines sont restées, et certaines ont repoussé, entêté, et les autres graines sont peu à peu retrouvées et conservées. La dispersion des cultures, ça peut être un éparpillement façon puzzle ou un émiettement, qu'importe, puisqu'aucune tradition n'est millénaire et que les cultures se transforment constamment en se rencontrant, en recomposant, mais aussi en créant, en innovant. Nous, êtres humains, sacrés lascars que nous sommes, nous avons dispersé nos langues, et pas seulement dans l'alcool ou les algorithmes. Tiens, voilà 3 mots arabes, parmi tous ces mots des quelques 120 langues qui ont irrigué la nôtre.
Nous, êtres humains, avons dispersé des empires sur lesquels le soleil ne se couchait jamais, et dans la foulée, nous avons dispersé des peuples, les Juifs, les Africains, mais aussi les Slaves, les esclaves parmi tant d'autres. Nous, êtres humains, avons dispersé nos techniques et nos technologies, de l'aiguille à coudre à l'intelligence artificielle. Nous, êtres humains, avons dispersé des morceaux de peau humaine pour relier des livres ou pour réaliser le brin momie des peintres. Nous, êtres humains, avons dispersé nos mythes, Gilgamesh et Arthur, Dark Vador et Nabucodonosor. Nous, êtres humains, avons dispersé nos rites, les centres de nos morts ou les manifestants. Nous, êtres humains, avons dispersé le clou de girofle et la pêche, de la Chine à la Perse et puis jusqu'à Montreuil, et l'opium, et le lapin, et la chèvre. Et ce faisant, nous avons totalement transformé les espèces et les espaces, même ceux que nous appelons aujourd'hui naturels. D'ailleurs, parmi toutes les idées que nous, êtres humains, avons dispersées, il y a celle d'une séparation drastique entre la nature et l'humain, ce qui ne nous empêche pas d'exploiter les deux, bien sûr. Et aujourd'hui, nous parlons de la dispersion du travail qui serait en miettes. Nous parlons de la dispersion des déchets et de notre attention sur les réseaux sociaux. Et peut-être même qu'un jour, après nous être répandus sur terre, sur mer et dans les airs, nous nous disperserons hors de la terre. Nous sommes d'incroyables disperseurs. Huitième et dernière intervention. Je m'appelle Marc, je suis architecte. Ma première rencontre avec les murs à pêche date d'il y a maintenant plus de 20 ans. Des membres de ce que Nicole a rappelé tout à l'heure, l'atelier populaire urbain de Montreuil, quand ils commencent à travailler, se renseignent. Quelles sont les expériences similaires en France ou ailleurs qui peuvent exister? Ils ont entendu parler de quelque chose qui s'est passé près de Lille, dans ce qu'on appelait à ce moment-là l'atelier populaire d'urbanisme de l'Almagar. Ils se renseignent. Ils voient que des architectes ont été impliqués dans cette aventure-là. Ils les contactent et leur demandent de l'aide. Ces architectes leur disent « Adressez-vous à l'école d'architecture de Paris, La Villette. Notre aventure commune commence là. J'ai enseigné dans cette école pendant 30 ans. Et pendant 3 périodes successives, des étudiants et des enseignants de notre école profiteront des murs à pêche comme terrain de réflexion et de projet. De 2000 à 2006, autour des 100 idées pour les murs à pêche et d'un plan local d'urbanisme différent, où on pourrait imaginer des questions sociales, environnementales, économiques. Puis à nouveau, deuxième période, de 2009 à 2013, autour de la question du logement. Mettre des logements dans les murs à pêche? Exemple, au lieu de mettre 50 logements dans les murs à pêche, pourquoi ne pas proposer d'ajouter un logement dans 52 lieux différents en dehors des murs à pêche?
Enfin, de 2020 à 2023, étudiants et enseignants s'intéressent à la question de la densification sans étalement. Vous connaissez le slogan. Un urbanisme économe en territoire. Il ne faut pas que la ville s'étale sur les milieux naturels. Mais ça vaut aussi pour quelque chose comme ici. La ville ne doit pas s'étaler sur ce milieu naturel qu'est celui des murs à pêche. Nous avons appris beaucoup grâce aux murs à pêche et à tous ceux qui militent pour que ceci reste un terrain unique d'expérimentation. Alors aujourd'hui, comment accrocher une telle expérience, une telle aventure, pourrait-on dire, avec le thème du forum politique du Festival 2024, la dispersion? Peut-être justement en tentant de croiser la dispersion et le temps. Ainsi, 3 idées me viennent à l'esprit. La première idée concerne l'image des murs à pêche et de ceux qui s'y activent. Au début des années 2000, quand on commence notre collaboration avec eux, on reproche beaucoup aux murs à pêche d'être un peu enfermés sur eux-mêmes. Beaucoup de choses s'y passent déjà, mais souvent ignorées des passants, des voisins, etc. Le festival annuel des murs à pêche tente de remédier à cela. Des initiatives sont prises, mais les murs restent centripètes. 20 ans plus tard, force est de constater l'existence de nombreuses et de nouvelles forces. Les appels à projets, dont vous avez entendu parler, n'y sont pas étrangers. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ces nombreuses expériences nées dans les murs en sortent aujourd'hui pour être utiles à l'extérieur des murs. Des événements imprévus font même descendre le festival sur la place de la mairie. De centripètes, les murs à pêche sont devenus centrifuges. Les murs à pêche se dispersent. La deuxième idée s'attache plus particulièrement au contenu des travaux faits par les étudiants. Les premières propositions du début des années 2000 tendaient à protéger les murs à pêche. Les protéger contre des ennemis visibles comme invisibles. Et progressivement, les années passant, les murs à pêche sont devenus pour eux source d'inspiration, afin non pas de les transformer, mais plutôt d'en aménager les abords. Les murs à pêche se dispersent. La troisième idée est un peu à la rencontre des deux précédentes. Les propositions des étudiants, souvent modestes à l'origine, ont souvent été dépassées par la réalité. Rares, par exemple, ont été les étudiants qui, dans leur projet, ont eu l'audace, tenez-vous bien, d'envisager la suppression de la bretelle d'autoroute à 186 qui devait relier la A3 à la A86. On peut dire que peu de leurs fictions de ces étudiants ont été aussi ambitieuses que ce qu'a apporté la réalité, qui est, tenez-vous bien, une ligne de tramway de transport collectif en remplacement d'une autoroute pour véhicules individuels. La simple réalité a donc déplacé souvent les plus ambitieuses des fictions. Les murs à pêche se dispersent. De ces 3 idées émerge, quand on pense au mur à pêche, l'importance de la notion du temps, qui dépasse le temps de la scolarité d'un étudiant, qui dépasse le temps d'un mandat d'un élu. Le temps de la ville, et donc des murs à pêche, n'est ni celui de l'étudiant, ni celui du maire. La dispersion des murs à pêche dans le temps est le lieu de toutes les fictions. Le futur n'existe pas. Il se construit. Tout, donc, est à inventer. Soyons ambitieux, de manière à ce que nos fictions dépassent la réalité. Dispersons les murs à pêche dans le temps. Et au fait, quelles sont nos fictions pour les murs à pêche? Quelles sont vos fictions pour les murs à pêche? Comment peuvent-elles se disperser pour un futur commun pour les murs à pêche? Si nous, ombres, vous avons offensé, pensez alors qu'ici vous n'avez fait que sommeiller
lorsque ces visions vous apparaissaient. Et ce thème faible et vain, qui ne crée guère qu'un rêve, gentil spectateur, ne le blâmez pas. Vous êtes beaux et belles tous, avec vos pancartes. Montrez-les, brandissez tout ça. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dessus? Vous êtes festivalier depuis aujourd'hui, depuis hier, depuis toujours? Qu'est-ce que c'est écrit? Jardin de lune. Et tu sais ce que c'est le jardin de la lune? Eh bien, le jardin de la lune, c'est un jardin sur une des parcelles des murs à pêche. En fait, vous tenez dans vos mains, d'un peu plus près, le café social, la petite forêt urbaine. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Racine en ville, la collecterie, fruits défendus, jardin des couleurs. Tout ça, c'est les associations qui vivent sur les murs à pêche, qui font vivre les murs à pêche, et vous tenez dans vos mains la dispersion des murs à pêche. C'est bien quand même, hein? Et oui, et oui. Et maintenant qu'on a dit, qu'on a entendu tous ces récits, toutes ces visions des murs à pêche, toutes ces propositions et réalités de dispersion, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos interprétations et vos avis sur la dispersion et sur l'avenir des murs à pêche. Alors, l'objectif, c'est de créer des fictions maintenant. Donc, on va faire passer le micro. Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous rêvez pour les murs à pêche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut brandir? Oh oui, j'ai bien un doigt en l'air. Qu'est-ce que tu rêves pour les murs à pêche? Je rêve qu'il y a des bananes. Merci. On va en parler à Christophe et au jardin particulier. On va faire germer de quoi faire des bananiers. Tu viens de compter avec nous un bananier. Qui d'autre? Quelqu'un a des rêves pour les murs à pêche? Tiens, qu'est-ce que vous rêvez pour les murs à pêche? Est-ce que tu connais les murs à pêche depuis longtemps? Oui, non. Relatif. Que les murs continuent à être là, mais laisse passer tout le monde. Que les murs ne soient pas des limites. Qu'on puisse aller au-delà des murs. Exactement. Toujours aller au-delà des murs. Et là, on rejoint le texte de Marc. Sortir des murs, les murs à pêche qui sortent. Quoi d'autre? Moi, je veux vos avis et vos fictions sur les murs à pêche. Est-ce que Jeanne, tu veux me dire un petit mot? Ah non, j'ai un doigt qui se lève, formidable. Moi, je rêverais qu'il y ait des pêches. Voilà, tu veux dire un mot sur les murs à pêche? Sur la pêche des murs à pêche? On essaie de les faire renaître. Au musée du jardin école, absolument. Aux fruits défendus aussi. Chez Patrick, également. De la création et de l'imaginaire et de l'effection dont Marc tout à l'heure. C'est ça qui est important. C'est de pouvoir construire. Donc là, l'objectif, c'est de recueillir des rêves et des fictions. Est-ce que vous avez un rêve pour les murs à pêche? Que ça dure. Un appel à l'ouverture des murs à pêche. Dimanche après-midi. Les assos entendent tout ça. Est-ce que Stéphane, tu veux dire un mot sur tes rêves pour les murs à pêche? En tout cas, que ça s'arrête jamais et c'est juste le petit début des 20 ans. Absolument. Absolument, ce n'est que le début. Moi, j'ai deux rêves. Que les portes s'ouvrent et que les barrières s'ouvrent.
Voilà, beaucoup de familles actuellement, et puis plus de mixité sociale. Je vois des bras qui se lèvent pour approuver ce que tu dis, Nicole. J'adore cette étendard à linge. Et les murs à pêche, ils sont à qui? Ils sont à nous. Les murs à pêche, ils sont à qui? Ils sont à nous. Les murs à pêche, ils sont à qui? Ils sont à nous. Merci. Mesdames, est-ce que vous connaissez les murs à pêche depuis toujours? Pas depuis toujours, mais habitant en centre-ville. Et dès qu'il y a eu des possibilités d'y venir, j'y suis venue parce que je voulais savoir, j'étais surtout intriguée. Je voulais comprendre ce que c'était. D'abord à l'origine, et puis ensuite ce que c'était revenu. Et je me souviens de la lutte, j'avais signé des pétitions quand ils voulaient l'urbaniser, là. Oh là, ça allait mal. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps, effectivement, ça me paraît. Je me dis, je vais jamais la fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est une bonne nouvelle, tout le monde veut que ça continue, donc et vous dites qu'il n'y a pas de fin. Je ne verrai jamais la fin de l'aménagement, la fin de ce qu'il y aura ici. Peut-être que ça continuera toujours en se diversifiant, justement. Est-ce que ce qui vous a marqué au mur à pêche, c'est justement cette dispersion, cette originalité du lieu? Voilà, c'est ça. Il y a une variété de choses. Et les premières fois que je suis venue, j'étais vraiment très surprise parce que, en fait, habitant le centre-ville, on ne voit pas ce qui se passe ici. Et comme disait la dame, c'est un peu fermé, quoi. Et on aimerait bien pouvoir y circuler. Maintenant, je suis à la retraite et pouvoir y circuler dans la semaine, se promener. Alors, évidemment, je connaissais le jardin Poulier, j'ai vu d'autres choses, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est clos. Mais on comprend aussi que c'est pour les protéger, il faut les protéger parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait si on laissait tout ouvert? Donc, appel à l'ouverture, appel à l'accessibilité, appel à la curiosité pour les murs à pêche. C'est possible qu'à côté de Paris, il y ait ça, aussi près du métro, parce qu'ils n'avaient pas l'idée qu'on pouvait cultiver à côté de Paris, aussi près de Paris, pendant des années et tout. Parce que c'était des urbains, quoi. Et pour eux, c'est un poumon ici. On vient respirer. On n'a plus l'impression du tout d'être en ville, on est dans la nature. Voilà, c'est merveilleux pour nous. Des petits appartements, sans balcon, sans rien, c'est le rêve. Et face à cette originalité des murs à pêche, comment on les disperse maintenant? Comment est-ce qu'on disperse les murs à pêche? Avec des nouvelles expérimentations. Je sais pas, par exemple, c'est peut-être le moment d'explorer des choses autour de la dépollution, trouver des trucs avec des champignons, et des trucs comme ça. Je sais pas si quelqu'un reste ensemble. Reste ensemble? L'asso reste ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur la dépollution? Pascal. Qui? J'ai pas vu. Tu veux dire un mot, Stéphane, sur la dispersion, sur la dépollution comme facteur de dispersion des MAP, évidemment. Alors en matière de dispersion, par exemple, pour l'usine EUF qui est au bout de la rue, ça fait 15 mois que dans le ciel, sortant par des charbons actifs, il y a 25 tonnes de polluants qui finissent par partir, quoi. Mais il y en a encore pour plusieurs années. C'est une forme de dispersion. La dispersion de toute cette pollution interne au sol qui disparaît, pourquoi pas? Bah oui, tout à fait, absolument. Comment on disperse les murs à pêche, Joseph? Je te prends comme ça. Tu réfléchis, très bien. Vous avez un rêve. Oh, moi, je me sens pas. On veut qu'il y ait des murs à pêche partout dans le monde. Et qu'ils soient tous. Et que
partout où il y a des murs à pêche, en fait, on peut manger ce qu'on cultive au mur à pêche parce que tous les sols ils sont super sains. Il faut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, j'ai envie, quand je serai grand, de faire tout le temps des voitures électriques. Est-ce que tu vas parler des murs à pêche autour de toi? Est-ce que tu aimerais que tes copains viennent au mur à pêche et tes copines? Oui. Tu vas parler des murs à pêche? Oui. Parce que la dispersion des murs à pêche, ça commence par parler des murs à pêche, raconter ce qui se passe ici. Tu vas leur raconter ton week-end de mur à pêche? Oui. Quel entrain formidable. Mur à pêche partout, mur à pêche partout, mur à pêche partout, mur à pêche partout. Je continue à recueillir des façons de disperser les murs à pêche et je vais aller par là-bas. Est-ce que tu veux dire un mot? Bah, pour disperser les murs à pêche, on va commencer par éliminer Montreuil. Et puis peut-être que Rony sera éliminé. Et on sera Rony sous Montreuil sur bois. Génial, c'est créatif ça. C'est super, on va exploiter ça pour l'année prochaine. On est Darmanin, on devrait être d'accord. Je viens un peu par là. Est-ce que vous avez suivi le forum? Vous êtes arrivés sur la fin? Ouais. Est-ce que vous connaissiez les murs à pêche avant de venir? Est-ce que vous n'allez pas pêche autour de vous? Qu'est-ce qui t'a marqué au mur à pêche? Bien. On a un nouveau venu ici au mur à pêche parmi beaucoup de gens qui découvrent les murs à pêche au moment du festival. Et le thème de ce forum, c'est la dispersion, c'est le caractère éclaté des murs à pêche, avec toutes ces parcelles qui aujourd'hui accueillent du monde pour connaître les murs à pêche. Donc je t'invite à disperser les murs à pêche dans tout ce que tu pourras raconter de ce week-end pour qu'on continue à faire vivre ce lieu et penser son avenir le plus brillant possible. Plus je réfléchis à ce qu'on fait ensemble ici, plus je me dis que on est à l'avant-garde de quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez les termes techniques qui sont utilisés dans les discours des politiciens aujourd'hui. Il y en a un effrayant qui s'appelle, je l'oublie toujours, zéro artificialisation nette. Vous savez ce que c'est que ça? Ben, c'est simplement qu'on décide de ne plus mettre de l'asphalte là où il n'y en a pas. On ne met pas de maison là où il y a de la terre. Alors, je me dis qu'en pensant aux murs à pêche, ben, les murs à pêche sont déjà à l'avant-garde de ça. Donc il faut être encore plus à l'avant-garde de l'avant-garde. Et si effectivement les murs à pêche sont inspirants, il faut qu'ils s'exportent. Je suis venu un peu en avance aujourd'hui et j'ai fait mon tour, à peu près 1h30 de marche. Et il y a des parcelles que je connaissais non occupées qui sont maintenant occupées. Pas seulement de ce côté-ci de la future ligne de tramway, mais de l'autre côté aussi. Occupées par qui? Ben, des gens qui ont des projets pour occuper des murs à pêche. Il y en a un que je ne connaissais pas qui s'appelle les murs à fleurs. Je ne sais pas si vous l'avez visité. Bon. Mais imaginez que chaque fois qu'une parcelle se libère en ville, on fonctionne sur le même principe. Appel à projet, et quelqu'un propose quelque chose pour un temps, une durée. Je sais pas, on dit par exemple, ok, on vous donne la parcelle pendant 5 ans, et puis on verra dans 5 ans ce que vous aurez fait, et puis on continue, ou on change, ou partirez, ou on change de projet. Vous imaginez comment les murs à pêche pourraient comme ça se disperser? Et même quand je pense à ça, je me suis dit, c'est pas vraiment de la fiction ça. Il suffit de dire qu'on le fait, et ça peut commencer dès demain. Donc il faut aller encore plus loin dans ce qu'on imagine de ce que pourrait être
les murs à pêche, etc. J'entendais affaire à suivre, absolument. Absolument, parce qu'on veut que les murs à pêche restent, vivent. Alors, pour moi, les murs à pêche, c'est avant tout de la poésie. C'est la poésie, c'est le bonheur, c'est la vie. C'est un lieu qui est pas maîtrisé, c'est un lieu qui est un peu libre comme ça, avec des enjeux différents, avec des difficultés. C'est un lieu où on peut encore faire des choses. C'est un lieu où on est heureux de voir des gens s'investir. Là, pour le festival, je ne sais pas, il y a peut-être 200, 300 bénévoles qui nous aident. C'est ça, les murs à pêche. C'est un lieu de vie, c'est un moment de vie. Et ce lieu il est venu du XVIIe siècle. Pendant 3 siècles, les gens ont constitué ce lieu qui était un outil de travail. Et puis maintenant, depuis le XXe siècle, la DHN notamment, le Jardin École et d'autres, ont défendu ce lieu et on continue à le défendre. C'est un lieu fragile et peut-être qu'on aura encore besoin de se regrouper pour défendre le lieu contre les projets qui n'ont pas leur place sur ce lieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc tout le monde est le bienvenu, je crois, et s'il y a des projets, il faut les faire, il ne faut pas hésiter. Merci Pascal.